Bonjour à toutes et tous à ce webinaire dédié aux aidants. Alors les aidants, ils sont 6 millions, toutes pathologies en France. Ils sont essentiels, on les appelle souvent les héros du quotidien, les invisibles, etc. Et parce qu'ils sont très discrets. Donc aujourd'hui, journée mondiale qui leur est consacrée, il nous a semblé fondamental avec Patients en réseau et Dis-moi Santé de consacrer une webconférence à partager le vécu des aidants, voir leur ressenti au travers d'enquêtes et également d'avoir des informations extrêmement pratiques sur les démarches et les ressources auxquelles ils pouvaient avoir accès. Alors pour cela, je serai entourée nous serons entourés avec Laure de Dominique Thierry. Bonjour Dominique, donc vous êtes fondatrice de Jurer Santé. Michael qui est avec le lien Oriane Noire, mais c'est bien Michael qui est présent. Donc Michael, tu es co-responsable du réseau Mon Réseau Cancer du Poumon et tu animes et modères les groupes aidants. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Et nous remercions et nous allons les faire monter au fur et à mesure de leurs interventions, 2 aidantes. Donc c'est des femmes qui vont vous expliquer qui elles aident au quotidien. Donc je vais les faire monter pendant que Laure va faire l'introduction. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci beaucoup Oriane. Donc effectivement, nous quand on a créé l'association Patients en réseau et nos réseaux, on a donc Mon Réseau Cancer du sein, du poumon, gynéco et colorectal. Depuis le départ, en fait, on a pensé, imaginé ces réseaux pour les patients bien sûr, mais aussi pour les proches aidants. Parce que finalement, comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on est très vite dans sa vie confronté à ce rôle d'aidant. Et moi, j'ai été aidante de loin de ma maman qui avait été touchée par un cancer du sein alors que j'habitais loin de chez elle. Donc, ce vécu, je l'avais déjà avant d'avoir ce vécu de patiente que j'ai malheureusement eu à vivre également. Et pourquoi, en fait, on s'est dit, mais pour les aidants, c'est essentiel aussi d'accéder à de l'information pour mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir être aidé. Et puis au fur et à mesure des années, avec le développement de ces réseaux, on a vu que c'était très différent entre guillemets nos groupes de patients et nos groupes d'aidants, que les besoins n'étaient pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, on va avoir plusieurs petits temps qui j'espère seront riches en informations et en soutien pour vous. Déjà, on voudrait vous dire merci à vous tous, les aidants, les proches, les aimants aussi, parce que souvent, ce sont nos tout proches, donc des personnes qui nous aiment très fort et qui cherchent à nous aider. Mais on sait que c'est pas si facile ce rôle et qu'on a besoin de vous aider à être informés et à pouvoir prendre soin de vous, prendre du recul, comprendre aussi ce qui se joue quand on est une personne aidante. Donc, on va donner la parole à Claudine, qui va témoigner en fait de son rôle d'aidante, mais aussi de ce qu'elle a pu trouver, mettre en place pour être aidée et pouvoir donc consacrer du temps à être soutenue elle-même dans sa démarche. Et après, on passera la parole donc à Dominique Thierry, qui fera un point sur le droit des aidants. Et ça, c'est très important parce que vous avez des droits et au départ, on ne le sait pas forcément. Donc, bonjour Claudine. Bonjour à tous et à tous. Merci pour l'invitation, quoi. Donc, je suis aidante par rapport à mon mari, Gérard.
Et donc, effectivement, je suis toujours actif au niveau de mon travail. Et, vous m'entendez? On t'entend très bien, c'est parfait. Ah, c'est parfait, ok. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion par ma sœur qui a fait des recherches pour effectivement moins me stresser. Et comme j'accompagne toujours Gérard au niveau du médecin, elle a effectivement trouvé le HPA, le HPA, l'aide à l'aidant. Et j'ai eu de la chance à l'époque, c'est que quand on a ouvert le dossier chez Gérard, j'avais une super assistante sociale qui avait ouvert tout ce qu'elle a pu ouvrir et elle avait fait effectivement la carte d'handicapé. Et effectivement, pour avoir le HPA, il faut que le patient ait une carte d'handicapé et soit reconnu au moins à 80 et 80% de plus de l'handicap. Et c'est à travers cette carte que, effectivement, après, l'aidant peut demander une aide qui est plafonnée à 66 jours. Et en fin de compte, donc tous les mois, je reçois une attestation mensuelle que je dois faire signer par mon employeur et le retourner à la cave. Donc, ça te permet, en fait, ce droit, ça te permet finalement de prendre une journée où tu peux accompagner Gérard dans ses soins, dans ses consultations, et Voilà. d'avoir cette rémunération de congé de ton côté. Claudine, on a fermé le micro parce que sinon il y a des... C'est moi qui ai fermé ou ça se ferme tout seul, hein? On vous entend, c'est bon. Oui. Oui, effectivement, ça me permet d'avoir une souplesse et de moins stresser, quoi. Parce que je veux dire, entre le boulot et tout ce qu'il y a autour, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, c'est vrai que 66 jours, ça fait peur. Et puis, à l'époque, j'avais redemandé si effectivement, si on avait une raison valable, si on pouvait refaire une prolongation. Et je n'ai jamais eu de retour positif. On m'a dit que pour l'instant, c'était 66 jours à gérer dans le temps. Voilà. Je pense que c'est très utile on va creuser ces informations avec Dominique parce que tu as, à travers ce témoignage, souligné plusieurs choses. C'est le fait que finalement, ce qui était aussi important, c'était d'être au courant, que pour Gérard, l'assistante sociale avait pas de monter le bon dossier. Et puis, cette notion de temps, donc on verra avec Dominique si c'est quelque chose qui peut évoluer, sachant qu'il y a des choses qui vont peut-être être annoncées aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale des aidants, donc à suivre. Donc je propose qu'on passe la parole à Dominique pour qu'elle nous explique justement ses droits et qu'elle revienne sur cette réalité parce que quand on est patient, par exemple, on est quand même très nombreux à pas du tout faire les démarches par rapport au statut de handicap. Donc, c'est quelque chose peut-être à creuser pour que tout le monde comprenne bien. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour répondre rapidement à cette question-là, et puis après, je reviendrai sur mon PowerPoint. Effectivement, ce que Claudine évoque, c'est l'allocation journalière de proche aidant qui peut être demandée lorsqu'on a obtenu un congé de proche aidant. Les conditions pour l'obtenir, effectivement, c'est que la personne que l'on aide ait activé elle-même ses droits en termes de situation de handicap. Donc, il faut soit que la personne soit reconnue avec un handicap à 80%, soit que la personne soit reconnue en situation de dépendance, soit un GIR 1, 2, 3 ou 4. Donc, ça, c'est pour les personnes de 60 ans et plus. Ensuite, à partir de là, effectivement, on peut bénéficier d'une indemnisation pendant 66 jours, ce qui correspond à 3 mois dans la réalité. Et on peut également, en parallèle de ces 3 mois, on peut obtenir 9 mois supplémentaires, mais non indemnisables. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc le congé de proche aidant on peut obtenir 12 mois sur toute sa carrière. Et l'allocation journalière de proche aidant, c'est 66 jours sur toute la carrière. Ça, ce sont les conditions actuelles. Moi, à l'heure actuelle, on n'entend pas parler, en tout cas, d'une augmentation de ces périodes. Mais toutes les associations qui font du lobbying font noter au gouvernement que c'est insuffisant, en fait. Voilà. Puisque c'est, à la fois, c'est 66 jours ou 1 an sur toute la carrière, quel que soit le nombre de personnes qu'on va aider. C'est pas quelque chose qui se remet à zéro. Imaginons que vous avez utilisé tout par rapport à votre conjoint.
Demain, vous avez besoin de quelque chose par rapport à l'un de vos parents. Si vous avez utilisé 1 an de congé de proche aidant, il n'y a plus rien. En tout cas, au niveau du congé de proche aidant, il y a d'autres choses, mais que je vais vous parler. Si on peut passer mon PowerPoint, parce qu'on m'avait demandé de... On va te mettre les slides, mais juste pour dire, en fait, dans la vraie vie, on est aussi souvent confronté, d'ailleurs même quand on est malade, au fait qu'on peut être aidant de plusieurs personnes dans la famille. Et ça, c'est si vous avez besoin qu'on se mobilise aussi autour des associations d'aidants sur cette question, c'est vrai que 66 jours sur toute une vie pour tous les gens potentiellement qu'on doit aider, c'est pas forcément beaucoup. Non. On va faire sortir Claudine, tu vas pouvoir continuer à suivre de l'extérieur, mais pour les questions de flux, que ça marche bien au niveau technique. Et puis donc Dominique, merci pour ces slides que tu pourras passer en toute autonomie. Merci, c'est très gentil. Oui, donc effectivement, on sait très bien que 66 jours indemnisés et 1 an maximum de congé de proche aidant, on sait que c'est insuffisant, mais avant 2020, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas ça. Donc c'est déjà un progrès et effectivement, il faudra continuer à se mobiliser pour obtenir une augmentation de ces temps. Donc, vous m'avez demandé de vous rappeler un petit peu la définition, qui est un aidant ou une aidante. C'est tout simplement, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Sachant il n'y a pas un aidant, il y a des aidants, parce que les aidants sont aussi divers que les missions qu'ils accomplissent en fait. Donc, mais ça c'est la définition officielle. Donc, dans le cadre du droit des droits qui sont ouverts aux aidants, en fait il y a plusieurs droits. Aujourd'hui, on a des droits en termes d'aménagement de travail, en termes de congés spécifiques. On a évoqué avec Claudine le congé de proche aidant, mais il y a également la possibilité d'obtenir des dons de jours de congé et de RTT dans certaines structures qui peuvent les mettre en place, avec un abondement par donc des dons de jours de congé et de RTT par les salariés ou les fonctionnaires, mais souvent il y a un abondement également par l'entreprise elle-même en fonction du nombre de jours qui ont été donnés par la structure, enfin par les salariés de la structure. Ensuite, de plus en plus, on parle également du droit au répit des aidants, la formation. Il est possible également, dans certaines conditions, d'obtenir une rémunération et voire des avantages retraite aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est pour qu'un certain nombre de ces droits puissent être demandés, ça dépend toujours du fait que la personne qui est aidée ait fait elle-même reconnaître ses propres droits. Donc quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas faire la démarche pour être reconnu en situation de handicap, en situation d'invalidité, ça va être très compliqué pour l'aidant d'obtenir des droits, parce que c'est très souvent conditionné, soit à une situation de handicap reconnue à 80%, soit à une situation de dépendance, soit à ce que la personne soit reconnue en pension d'invalidité catégorie 2 ou 3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, moi, je voulais quand même vous faire part d'une évolution législative, puisque depuis le 21 juillet 2023, tout accord collectif ou charte sur le télétravail doit maintenant intégrer une clause qui précise les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail. Donc, effectivement, pour les entreprises, il y a un droit renforcé dorénavant pour les salariés aidants à pouvoir effectuer du télétravail, puisqu'on sait que les aidants, une des premières demandes des aidants, c'est la flexibilité au niveau des temps de travail. Donc la flexibilité qui peut être au lieu de commencer à 8 heures, de leur donner la possibilité de gérer un peu leur temps de travail, soit de démarrer un peu plus tard, soit de terminer un peu plus tôt. Donc ça, c'est quelque chose que les aidants demandent énormément. Et l'autre point qui est beaucoup demandé par les aidants, pour les postes compatibles, bien sûr, je ne dis pas que tous les postes permettent de faire du télétravail, mais en tout cas pour ceux dont les postes sont compatibles avec du télétravail, c'est vrai que c'est vraiment un atout majeur pour les aidants de pouvoir passer par le télétravail. Donc, on voit aussi que la situation des aidants, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte. On avait un certain nombre déjà
alors c'est un morcellement de droits parce qu'on a des dispositions pour les aidants dans différentes lois. Il n'y a pas une loi qui détermine tous les droits des aidants. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des droits qui vont être inscrits dans différents codes et effectivement c'est une espèce de mosaïque dans laquelle il faut se retrouver. Néanmoins, on voit qu'il y a une préoccupation de plus en plus importante concernant les aidants depuis 2019 avec la loi du 9 mai 2019 qui vise à favoriser la reconnaissance des proches aidants et qui, effectivement, pour la première fois, exigeait que quand on rediscute les conventions collectives en entreprise, par exemple, eh bien, on prenne en compte la situation des proches aidants et qu'on insère des dispositifs à leur bénéfice. C'est là qu'on commence à se préoccuper aussi des jeunes. Et puis, on a le premier plan Agir pour les aidants, stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants de 2020 à 2022, avec toute une série d'axes de travail pour effectivement mieux prendre en compte les aidants et mieux répondre à leurs difficultés et leur proposer des aides, avec dorénavant une nouvelle stratégie de mobilisation qui doit être annoncée aujourd'hui dans la journée. Donc on verra ce que cette mobilisation va proposer dans la journée. Donc concrètement, vous êtes aidant de quelqu'un qui est atteint d'un cancer, qui est soigné pour un cancer, eh bien, il faut que vous sachiez que vous avez des droits à une formation. Vous avez le droit à une formation par un professionnel de santé afin de connaître les soins à apporter à la personne aidée, que ce soit les gestes de premier secours, de l'accompagnement psychologique, des soins corporels. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, il ne faut pas hésiter à demander aux professionnels qui suivent la personne aidée de mettre en place cette formation. Donc, ça peut être une formation qui va être juste individualisée pour vous, mais ça peut être aussi des propositions d'ateliers d'éducation thérapeutique qui peuvent vous être proposées. Et dans ce sens-là, donc comme je vous dis, adressez-vous directement aux professionnels de santé, à la structure qui accueille votre personne aidée, pour voir si effectivement il existe des ateliers d'éducation thérapeutique qui pourraient vous être utiles. Et ensuite, vous avez dorénavant beaucoup d'associations qui proposent également des temps de formation qui peuvent être suivis d'ailleurs en distanciel via des webconférences. Donc là, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des centres locaux d'information et de coordination gérontologique, parce que vous savez, au début, on prenait surtout en compte les personnes, les aidants de personnes âgées. Donc néanmoins, eux, ils ont toujours cette information très large, mais vous pouvez aussi vous adresser dans les hôpitaux où il y a des ERI, vous pouvez aller vous demander à l'ERI quelles sont les associations d'aidants qui peuvent proposer des choses. Vous pouvez également solliciter vos mairies de proximité ou les CCAS de proximité pour savoir quels sont les dispositifs de formation qui sont proposés en proximité. Avec, j'insiste, vous avez l'Association française des aidants, par exemple, qui peut effectivement proposer des ateliers en distanciel, mais il y a d'autres associations d'aidants qui peuvent le faire. Donc n'hésitez vraiment pas à aller vous renseigner parce que c'est un droit, ce droit à la formation, c'est vraiment un droit que vous avez. Ensuite, lorsque la situation de la personne que vous aidez nécessite des aides humaines, effectivement, via la prestation compensatoire du handicap qui peut être accordée par la maison départementale des personnes handicapées, si le handicap est connu avant l'âge de 60 ans, eh bien, il est possible d'avoir soit un dédommagement de vos heures que vous prestez en tant qu'aidant, soit éventuellement un salariat pour ces heures en contrat direct. C'est également la même chose via l'allocation personnalisée d'autonomie, ceci avec quand même une différence, c'est que dans le cas de la prestation compensatoire de handicap, il peut y avoir, normalement, le conjoint n'a pas accès au contrat direct, au salariat, il peut être dédommagé, mais pas salarié, sauf dans les cas où la personne a vraiment besoin de quelqu'un de façon constante et avec un état de santé d'une certaine gravité. Par contre, quand on a plus de 60 ans et qu'on bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie, le conjoint n'a jamais la possibilité d'être ni dédommagé ni rémunéré. Donc, c'est peut-être des choses à réfléchir pour l'avenir, mais en tout cas, c'est la situation actuelle.
Après, il y a aussi la possibilité tout simplement de rémunérer son aidant dans le cadre d'un contrat de travail tout à fait classique ou d'un CESU par exemple, mais ça dépend effectivement des capacités financières de la personne que vous aidez. Je rappelle également que en ce qui concerne l'accès au dossier médical des aidants, il n'y a pas d'accès direct à ce dossier médical. Vous êtes vraiment dans une mission d'accompagnement, de soutien. Donc, on va effectivement pouvoir vous communiquer toutes les informations, mais uniquement les informations strictement nécessaires aux soins qu'il faut produire pour la personne aidée. Et il faut quand même savoir qu'il reste un intérêt à ce que la personne que vous aidez vous désigne comme personne de confiance, parce que la mission de la personne de confiance est quand même un peu plus étendue, avec des droits plus étendus, et notamment lorsque la personne n'est pas en capacité de donner son avis, la possibilité de pouvoir éventuellement consentir à un essai thérapeutique. Alors on me demande parfois, oui, mais un essai thérapeutique pour quelqu'un qui est inconscient, mais oui, mais il faut savoir, il y a des essais thérapeutiques dans beaucoup de domaines, et il y a également des essais thérapeutiques par rapport à la douleur. Or, être inconscient, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas douloureux. Donc, même si on ne veut pas effectivement donner d'accord pour une chimiothérapie ou des choses comme ça, c'est toujours important de pouvoir donner un accord par rapport à un essai thérapeutique dans le champ de la douleur. Tout le monde est en accord là-dessus. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même important. Donc n'hésitez pas en tant qu'aidant, si vous êtes l'aidant principal, à discuter avec la personne que vous aidez pour voir si éventuellement il n'y aurait quand même pas lieu d'être aussi désigné en tant que personne de confiance pour effectivement pouvoir aider au mieux. Ensuite, voilà, c'était un peu rapidement, hein, puisque vous avez d'autres choses à voir aujourd'hui. C'était vraiment les choses essentielles que je voulais vous partager. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez quelques questions, j'ai encore quelques minutes avant de devoir vous quitter. Merci beaucoup, Dominique, pour cette synthèse. Donc, le premier point, c'est le statut handicapé de la personne aidée qui doit être validée au moins à 80%. Alors, moi, j'avais une question, peut-être que ça va donner l'idée à certains de nos auditeurs d'en poser également. On sait qu'en France, là on a parlé des cas des adultes, il y a environ 500 000 jeunes qui sont aidants aussi. C'est souvent tabou parce qu'ils ont leur vie à l'école, etc. Est-ce qu'il y a des choses faites spécifiquement pour ces jeunes et où avoir les ressources, s'il vous plaît? Alors, effectivement, pour ces jeunes, d'abord, il y a plusieurs associations qui se sont créées, hein, dont l'association JAD et l'association La Pause Brindille, qui sont toutes les deux sur des champs un petit peu différents, mais qui toutes les deux sont là pour accueillir ces jeunes aidants, les soutenir. Ils organisent des temps de répit, justement, à leur bénéfice. Et c'est ce qui est vraiment très, très important. Puis surtout, ils sont dans l'accueil aussi de la parole de ces jeunes et dans le soutien au quotidien de ces jeunes via des lignes téléphoniques d'écoute notamment. Donc, ce qui est déjà un premier point. Depuis plusieurs années, effectivement, on se soucie beaucoup de la situation de ces jeunes. Donc, il y a de la recherche qui est faite par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi par rapport à leurs besoins. Et en ce sens-là, le gouvernement a demandé une particulière attention au niveau scolaire pour repérer les jeunes aidants et pouvoir mettre des dispositifs en place pour les soutenir au niveau de leurs études. Donc oui, c'est une préoccupation majeure. Et donc l'association JAD, mais aussi l'association La Pause Brindille. La Pause Brindille fait un travail absolument génial au niveau de l'écoute de ces jeunes et toutes les deux font des plaidoyers pour ces jeunes aidants. Donc voilà, l'idée c'est déjà de pouvoir les soutenir au quotidien, de pouvoir repérer au niveau scolaire là où ils peuvent être en difficulté et de pouvoir proposer des actions correctives à ce niveau-là. Et ensuite, aujourd'hui, ce qu'on leur propose aussi, c'est effectivement ces temps de répit
où on leur propose du théâtre, du cinéma, d'être acteurs de plein de choses, ce qui leur permet vraiment, c'est très thérapeutique pour eux. Voilà. Voilà. Et juste par rapport à toutes ces ressources, on retrouve à la fois dans notre annuaire de nos différents réseaux, Mon Réseau Cancer, ces différentes associations. Alors je connaissais pas la Pause Brindille, donc je vais la rajouter, mais on retrouve Jade et les autres associations d'aidants. Et on retrouve aussi quelques livrets, des brochures qui sont faites aussi pour retrouver un certain nombre de droits. Ce qui est très important, c'est que souvent on se pose des questions. Donc le fait de pouvoir contacter des équipes comme les équipes de juristes santé pour poser ces questions, je pense que c'est très important de prendre ce temps-là, de réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer, parce que parfois on est embarqué en fait dans la maladie arrive, on est largement aussi embarqué que le patient dans ce cataclysme, et on est parfois un peu perdu. Et alors moi personnellement, je suis hyper militante de se poser la question d'être accompagnée éventuellement sur la réflexion de la personne de confiance et finalement des directives, ce qui s'appelle les directives anticipées. C'est en tout cas finalement réfléchir à ce cadre qui est pensé pour que finalement on décide avec la personne malade de voilà, je t'accompagne, mais qu'est-ce qu'on souhaite, à quel moment, etc. C'est pas forcément au début du parcours de soins qu'on peut en parler, mais on peut y réfléchir à plusieurs. On peut être aidé de professionnels, on peut être aidé des équipes de soins. Il y a parfois même des ateliers de réflexion pour mieux comprendre en fait ce qui se joue, pour être le plus serein possible à toutes les étapes qui peuvent advenir pour le patient et pour l'aidant. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va remercier Dominique, que vous pourrez retrouver donc en contactant Juriste Santé. Et merci pour toutes ces ressources qu'on retrouvera donc dans le replay, mais également sur nos réseaux pour vous tous. Et donc, merci beaucoup Dominique. Alors, je vais quand même faire ton introduction. Laure, tu vas pas rentrer comme ça sur scène sans une vraie introduction. Donc, c'est vrai que les aidants, quand on s'occupe d'une personne malade, souvent on vous demande des nouvelles de la personne malade et assez peu, finalement, on écoute assez peu les aidants. Et c'est pour ça que dans le réseau de Laure, vous avez fait une enquête qui était vraiment consacrée aux aidants, où vous avez identifié leurs besoins, alors qu'ils étaient déjà, et puis leurs besoins spécifiques pour pouvoir mettre en place les initiatives adéquates. Donc ça va être riche d'enseignements, et puis merci beaucoup pour toutes ces initiatives. On va vous laisser la parole. Donc Laure et Mika, voilà, qui est sous le nom d'Oriane Noir, mais qui est bien Mickaël. Laure, vas-y. Alors donc je veux bien que tu nous mettes les slides. Moi je vais vous présenter effectivement les résultats de cette enquête qu'on a menée cet été. Et puis Mickaël va vous présenter après en fait notamment ce qu'il met en place de façon assez pionnière sur Mon Réseau Cancer du Poumon. Pour justement essayer concrètement de faire des choses adaptées. Et alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à voilà, mettre vos commentaires dans le chat, à nous dire vos idées, vos besoins, mais aussi à poser vos questions éventuellement dans l'onglet questions donc de la plateforme. Alors, donc, on avait fait une enquête, on a recreusé en échangeant avec des proches aidants de nos réseaux sur la réflexion sur ce questionnaire en disant mais on a besoin de mieux comprendre en fait comment aider les aidants, parce qu'en fait tout simplement les aidants, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont débordés, ils n'ont pas le temps. Donc en fait on veut faire plein de choses pour eux, mais c'est très difficile de les toucher, de les informer. Voilà, donc quelques résultats. Donc on a ouvert cette enquête en plein cœur de l'été, vous voyez, donc juillet, on a fermé mi-septembre, et on a eu plus de 320 proches aidants qui ont répondu. Donc c'est quand même un bel, j'allais dire un bon groupe de personnes et certainement assez représentatif des besoins. Et donc par rapport donc au profil, on va dire des proches aidants qui ont répondu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une majorité de femmes, mais pas que, 35% d'hommes aussi, ce qui est quand même beaucoup. Vous voyez un âge des répondants. Alors nous, c'est vrai qu'on ne peut prendre les répondants qu'à partir de 18 ans, mais vous voyez qu'on a aussi de jeunes aidants. Et un peu dans tous les profils d'âge. Et ce que vous voyez ici, c'est aussi finalement le lien avec la personne aidée. Donc plus de la moitié de conjoints. Donc je suis la femme ou je suis
le mari ou le partenaire, bref, de la personne malade. Mais on voit après finalement la place importante des enfants des patients, mais également dans l'autre sens des parents et à moindre mesure, mais c'est aussi très précieux, des frères et sœurs. Et puis dans les autres, en fait, c'est plein de toutes petites réponses à leurs grands-parents, amis, collègues, où là c'est nettement plus rare. Ça fait partie de l'ADN de nos réseaux, c'est que nous, les personnes pouvant s'inscrire de n'importe où en France, on a vraiment des personnes qui vivent à pas mal d'endroits différents et vous voyez en majorité finalement loin des grandes villes. Donc j'habite à la campagne dans une petite ville ou un village, une petite ville, et puis finalement seulement, même pas un tiers dans les très grandes villes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à la fois des patients qui peuvent se sentir isolés ou loin de leur centre de soins et des soutiens, mais c'est pareil pour les proches aidants. Parfois, quand on est isolé géographiquement, ça accentue les difficultés. Alors, en fait, dans cette enquête, on leur a demandé finalement qui est cette personne que vous aidez, donc la personne malade aidée. Donc cette personne malade aidée, c'est majoritairement une femme, mais là aussi, on a des hommes. Avec un profil d'âge du patient, vous voyez, qui est encore plus, j'allais dire, diverse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver, évidemment, nous, on est sur ces 4 champs, sein, poumon, colorectal, gynéco, donc on retrouve ces réseaux-là, mais on avait partagé cette enquête largement aussi à travers nos réseaux sociaux, auprès d'associations amies, et donc vous voyez qu'on a aussi des personnes qui ont répondu, qui sont touchées par des cancers hémato ou d'autres types de cancers, mélanome, etc. Alors là, c'est une hyper segmentation. Mais c'est pas que du sein, donc c'est aussi intéressant que parce que souvent on a une hyper représentation du cancer du sein dans les enquêtes et donc on est assez content de ce profil de réponse. Alors l'autre chose qu'on trouvait intéressante à voir, c'est que finalement les aidants n'habitent pas toujours sous le même toit que la personne qu'ils aident. Et donc là, vous voyez, on a quand même 40% des gens qui sont finalement pas sous le même toit. Et du coup, quand on n'est pas sous le même toit, vous voyez que pour certains, on a 35% des gens du coup qui vont aller tous les jours chez la personne malade. D'autres, donc près de 40%, au moins une fois par semaine chez cette personne malade. Et pour le dernier tiers, moins souvent. Alors, on a donc bien sûr beaucoup de verbatim, mais on en a sélectionné quelques-uns sur différents champs de l'enquête, et là notamment par rapport à l'annonce du cancer. Finalement, ce choc, il est très violent pour le patient, mais il est aussi très fort et très violent pour les aidants. Vous voyez là, l'annonce de la maladie a été comme une chute libre pendant 24 heures, impossible de dormir, impossible d'en parler, impossible d'être positif, énorme difficulté de concentration, perte d'appétit, tout nous passe par la tête, qu'il faut un moment pour faire face et reprendre ses esprits. C'est un véritable coup de massue. Là, on voit aussi toute cette idée d'avoir énormément d'informations qui tombent comme un déluge, avec des difficultés à les assimiler, l'urgence d'être là, mais en même temps cette espèce de spirale dont on n'est pas maître et qui emporte tout, j'allais dire, pour tout le monde, avec cette annonce de maladie, de cancer. Et puis là, un exemple au contraire d'un accompagnement vraiment très positif des soignants vis-à-vis de l'aidant, avec cette personne par son calme, sa patience, son autorité nous a mis dès le début en confiance en expliquant l'intervention. Là, en l'occurrence, c'était pour un cancer du poumon, donc avec une chirurgie du poumon. Et le médecin a pris la peine d'appeler le proche pour donner une nouvelle. Donc, on sent aussi parfois cette considération ou ce lien qui peut se créer avec l'équipe de soins, qui est un vrai facteur de mieux-être, de meilleur positionnement pour les aidants. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent comme type de soutien, les aidants, auprès de la personne malade? Alors, évidemment, et ça, c'est pour ça qu'on dit souvent, et c'est un clin d'œil, je ne sais pas si elle nous écoute aujourd'hui, il y a une amie rencontrée sur les réseaux il y a quelques temps qui nous avait dit, les proches aidants, c'est pas joli, nous, on est aussi des aimants. Et voilà, la première chose que vous apportez, que nous apportons en tant qu'aidants, c'est de l'affection, du soutien moral, de l'amour, de la présence pour la personne malade, et c'est évidemment absolument essentiel. Après, en fait, très concrètement, on a une présence très importante autour des soins médicaux. Donc, venir pour soutenir, d'être là aux côtés de la personne malade pendant les consultations, mais parfois même venir
au moment des traitements, accompagner pour les traitements et aussi tout simplement conduire au centre de soins. C'est aussi tout un temps, une présence. Les patients disent souvent qu'ils sont pas c'est peut-être pas raisonnable de conduire quand on est soi-même en soins ou préoccupé par une consultation, on peut être chamboulé. Donc le rôle des aidants là est très important. Alors, il y a aussi toute la vie quotidienne. Et donc, on voit que les aidants, finalement, ils reprennent encore plus que d'habitude sur les épaules le quotidien, les enfants. Alors, typiquement, là, 63% font les courses, 55% font les repas. On prend en charge tout ce qui va être ménage. Donc, tout ça, c'est quand même beaucoup et c'est fatigant. Et ça vient en plus par exemple, son travail. On voit aussi le poids du soutien administratif. Donc, ça peut être sur la gestion administrative autour de la maladie, parce que c'est une vraie organisation de se soigner, les horaires, les rendez-vous, les aller gérer les ordonnances, les scans, etc., avoir les bons médicaments au bon moment, etc. Mais aussi la gestion administrative personnelle. Faut faire les impôts, faut faire les déclarations, faut s'occuper de payer, je sais pas quoi, les activités des enfants. Et puis parfois aussi donc être en charge des dossiers d'aide financière et on voit là par exemple ne serait-ce que de pouvoir s'interroger et faire les démarches pour recevoir ces aides en tant qu'aidant. Donc voilà, donc par exemple quelques verbatims là avec donc différentes choses. Par exemple là nous avons accueilli ma sœur chez nous dès le début des traitements pour qu'elle ne soit pas seule. Elle est célibataire sans enfant, elle est restée pendant 5 mois avec une prise en charge à 100% pour qu'elle puisse lutter le mieux possible. Donc on voit cet accueil qui peut venir vraiment transformer la vie d'une famille pour soutenir la personne malade. Par exemple, un autre type, Dominique soulignait qu'on peut avoir des conseils, voire des formations pour des soins à la personne malade. Là, on voit un proche qui dit faire des massages du dos de son épouse juste après l'intervention autour de la cicatrice et qui dit qu'elle a énormément apprécié en disant voilà, je ne suis pas soignante de profession, mais d'avoir participé avec ce geste a été vraiment manifestement faisait du bien à sa compagne malade. Donc apprendre à avoir des gestes qu'on n'aurait pas forcément, c'est quelque chose qui peut être très utile. Accompagner donc aux examens, au bilan. Accompagner jusqu'à la fin de vie, faire la toilette, se démener, avoir des rendez-vous, se battre pour qu'on nous écoute. Donc là, c'est plutôt une personne qui, elle, décrivait finalement sa présence, mais vraiment quotidienne tout au long du parcours de soins et de vie de la personne malade et aimée. Et en même temps, là, au contraire, avoir l'impression de se débattre un peu tout seul et très peu d'écoute sur tout cela. Donc, des diverses situations qui sont une véritable réalité. Alors en fait tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'impact de ce soutien que vous apportez en tant que proche aidant, il est assez considérable sur votre propre santé, votre propre bien-être, avec un impact on voit majeur, près de 70% sur le moral, un changement donc du regard sur la vie, une énorme fatigue, une charge mentale très importante, un impact sur le sommeil. Et ça sur le long cours, ça peut être vraiment épuisant. Ça bouleverse aussi finalement les activités qu'on peut avoir, les relations qu'on a autour de soi, donc avec un impact difficile sur les relations sociales, on a moins de temps pour les amis, pour sortir, etc. Un impact important sur la sexualité, sur les activités familiales en général et bien entendu sur les relations du couple qui sont, on va dire, une troisième personne qui s'invite dans le couple, qui est la maladie et qui chamboule pas mal de choses. Et donc parfois d'ailleurs c'est utile d'en parler par exemple avec un soutien psychologique. Ce qui était souligné dans cette enquête également, c'est pour certaines personnes en tout cas des difficultés pour accéder à certains types d'informations. Alors des informations par exemple sur les traitements innovants. C'est vrai qu'en fonction des maladies, en fonction des états de la maladie, on peut avoir besoin en tant qu'aidant de se dire mais alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui pourrait être utile pour la personne malade, est-ce qu'il y a des essais thérapeutiques, des nouvelles molécules, des nouvelles techniques. De l'information tout simplement aussi pour comprendre la maladie en tant que telle. Il n'y a pas un cancer du sein, un cancer du poumon, il y a plein de formes différentes et que le proche aidant et cette information peut être utile pour que déjà lui-même se repère mieux et soutienne plus facilement. On voit un déficit d'information aussi sur l'impact finalement sur la psychologie de la personne malade en fait. Comment la maladie transforme la personne que je connaissais, avec qui je vivais et puis qui tout d'un coup ne réagit pas pareil, je suis un peu déboussolée.
et les besoins d'accès donc aux informations en termes de droits des proches et du rôle du proche qui sont pas si faciles et de réfléchir à sa posture de proche et comment être aidant, c'est très intéressant et ça peut vraiment aider. Et là, on a donc sur la partie administrative aussi, bon, toutes les problématiques d'aide, donc soit aux patients, soit aux proches. On voit qu'il faut qu'on aide tous ensemble à ce que vous puissiez retrouver plus facilement ces informations. Mais rappelons le rôle essentiel des assistantes, des travailleurs sociaux dans les établissements de soins qui sont quand même des professionnels spécialisés là-dessus. Et juste, oui, pardon, dans la réunion de préparation, j'avais trouvé très intéressant, c'est Claudine qui nous disait ça, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux sont pas forcément que à l'hôpital, ils peuvent être aussi dans les mairies, donc vous pouvez peut-être plus en proximité trouver des informations. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. Voilà, donc globalement, un manque d'informations sur, par exemple, les soins de support. On n'est pas préparé, donc forcément on a plein de choses à apprendre, donc il faut aider à se repérer. Mais en même temps, la réalité des aidants, c'est le manque de temps. Donc des difficultés qui s'accumulent et peu de temps pour trouver toutes ces informations. Donc ça contribue à cette charge mentale, à cette fatigue. Et puis alors ça, c'est un verbatim qui nous a touché sur le fait que parfois les soignants ne considèrent pas beaucoup les aidants. Là, c'est même la personne dit on nous considère comme des parasites des consultations. Alors du coup, ça c'est un peu compliqué et c'est difficile. Parfois là, c'est une fille qui dit que voilà, sa maman était voilà pas en capacité de tout interroger et en même temps le médecin ne lui facilitait pas la tâche. Donc parfois on a cette difficulté de relation qui peut être à la fois avec l'équipe médicale mais aussi avec la personne malade. Donc c'est compliqué. Alors, juste quelques slides pour vous dire qu'il y a des différences entre nos aidants hommes et femmes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que les hommes, en tout cas dans notre enquête, majoritairement accompagnent leur compagne, leur épouse. Alors que les femmes, finalement, elles vont accompagner tout le monde, leurs conjoints, mais également leurs parents, papa ou maman, et éventuellement donc frères et sœurs, etc. Et du coup, c'est elles majoritairement qui ne vivent pas sous le même toit, donc qui ont plus ce côté de je me déplace et je vais rendre visite à la personne malade. Donc les implications sont donc pour les hommes, donc majoritairement interaction avec l'équipe médicale et sur les traitements, un petit peu sur l'administratif. Mais sinon, c'est vraiment les femmes qui s'impliquent le plus sur tous les champs, en fait. Et notamment, on voit tout ce travail de soutien financier, etc. Et c'est plutôt les aidantes femmes qui vont chercher des témoignages et essentiellement auprès de patients. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre à travers la parole de patients concernés ce qui se passe. Et on en reparlera avec Mika. Donc sur l'impact, donc on voit ce manque de temps pour soi qui est particulièrement flagrant ressorti pour les femmes, une fatigue très importante, des impacts sur le sommeil et un impact sur la sexualité qui est plus montré, qui est plus remonté par les hommes aidants. Voilà, donc là, je ne vais pas forcément tout lire maintenant, mais en fait, cette charge mentale, cette fatigue, ce manque de considération ressort. Hein, finalement, parfois, on se sent pas reconnu. Moi, je me souviens d'échanges aussi en disant, mais finalement, quand je réalise au bout de quelques temps que nos amis, la famille demandent toujours des nouvelles de la personne malade, et puis moi, on me demande jamais comment je vais. Je crois que c'est important de se dire ça, en fait. N'oublions pas de demander des nouvelles aux aidants, aux proches aidants. Ils sont aussi impactés, ils sont jamais sous les feux de la rampe. On leur dit pas t'es jolie avec ta perruque. Donc voilà, ils ont besoin de souffler aussi, ils ont besoin d'être reconnus dans ce rôle. Voilà, et on a aussi fait un petit focus sur les différences d'âge. Donc bien entendu, les plus jeunes, ils accompagnent majoritairement leur papa ou leur maman. Donc majoritairement, ils ne vivent pas sous le même toit que la personne malade. Et du coup, ils ont aussi un besoin d'information. Et c'est surtout les plus jeunes, vous voyez, qui ont besoin de témoignages ou qui sont dans cette envie de témoignage d'autres patients et d'informations sur les rôles des proches. Voilà, avec alors sur les impacts les plus importants pour les jeunes, au moment de l'annonce, la peur de la mort de la personne malade, elle est majeure, elle est particulièrement forte chez les plus jeunes aidants. Ça transforme leur regard sur la vie
et ça accentue de façon majeure leur charge mentale. Voilà, donc et puis aussi cette ambivalence et ce côté d'être écartelé. Là, vous voyez ce témoignage d'une personne qui a sa propre famille, des enfants à la maison et en même temps qui veut absolument aider sa maman malade. Donc du coup, ce sentiment d'être un peu écartelé entre tout ce qu'il y a à faire et des rôles très importants, celui de parent et de soutien de sa maman malade. Voilà, parfois le sentiment aussi que il n'y a pas toujours assez d'aide pour les jeunes, enfin autour des jeunes malades, c'est-à-dire que parfois on n'a pas les mêmes droits, donc ça peut être un peu désolant. Donc pareil, je pense qu'il faut se mobiliser et vérifier qu'il y a des aides possibles et se renseigner auprès des associations spécialisées. Voilà, la colère aussi qui peut être là quand on observe les parcours de soins, notamment chez les patients jeunes, où il y a parfois de l'errance diagnostique, des douleurs qui sont pas prises en compte. Donc tout ça est essentiel. Et puis donc à la fin de notre enquête, on avait finalement des propositions faites par les aidants de qu'est-ce qui serait le plus utile. Donc pour répondre à leurs besoins, quels sont leurs plus forts besoins. Donc on voit finalement une information adaptée, une écoute des soignants, avec une meilleure considération de l'équipe de soins, donc un meilleur soutien aux aidants, donc apporter des solutions de soutien des informations. Pourquoi pas un réseau de proches aidants. Donc nous, dans nos réseaux, on a ces dispositifs. Être aidé pour mieux communiquer avec le malade, faciliter l'aide à domicile, un meilleur soutien au malade aux différentes étapes de vie, des reconnaissances par l'employeur, et des besoins parfois plus spécifiques, par exemple autour de la nutrition, quand la personne malade a des difficultés, être mieux aidée sur ces sujets du quotidien, parce que c'est souvent le proche aidant qui s'occupe de l'alimentation de la famille. Et puis donc aider pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance dans l'entourage, dans la famille, dans le milieu professionnel et amical. Voilà, donc je vais passer, vous pourrez retrouver tous ces verbatims dans notre retour, mais je trouvais intéressant que, par exemple, certains proches disaient, mais il y a des patients partenaires qui commencent à se développer, des patients experts qui sont de plus en plus présents dans les centres de soins, et finalement, qui disaient, mais pourquoi on n'aurait pas des aidants partenaires qui pourraient aussi partager leur expérience. Alors, je vais passer la parole à Michael qui va nous expliquer en fait comment en fait parce que le réseau sur lequel on a le plus de proches aidants, c'est mon réseau cancer du poumon, plus de 38% des inscrits. Et donc avec depuis un peu plus d'un an, 2 ans maintenant je crois, on a initié en fait une nouvelle façon de fonctionner et c'est Michael qui a mis ça en œuvre. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique, on va enlever les slides, et qu'il vous explique un peu ce qu'il a mis en place, ce qu'il fait au quotidien sur cette communauté des aidants. Bonjour, alors je m'appelle Michael Wingler, alors je suis co-responsable de mon réseau cancer du poumon. Alors c'est une antenne de l'association Patients en Réseau. Alors je suis moi-même atteint par un cancer du poumon métastatique. Je suis sous immunothérapie depuis maintenant 4 ans et demi. Alors Patients en Réseau, ce sont des réseaux sociaux qui ont pour but de faciliter le quotidien face à la maladie. Donc il y a 4 antennes. Donc mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer du poumon, gynécologique et colorectal. Donc chaque antenne est composée d'un réseau pour les patients, mais également d'un réseau qui est consacré uniquement pour les proches aidants. Ce sont des réseaux qui sont séparés. Donc en gros, ce sont des groupes de discussion qui sont modérés et animés justement par un patient expert. Voilà, qui est lui-même concerné par la maladie, qui a déjà une certaine expérience dans la maladie. Donc au niveau de mon réseau cancer du poumon, on va accueillir chaque nouveau proche aidant pour l'informer, le soutenir, mais également l'intégrer dans la communauté. Donc le patient expert, il peut répondre aux différentes questions que le proche aidant posera, donc que ce soit sur le fil général de discussion, mais également en messagerie privée pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément s'exposer sur la communauté. Donc en gros, il y a un travail essentiellement en grande partie de reformulation, car la plupart du temps, les proches aidants, surtout les enfants, ce qu'on constate, ils n'ont pas forcément accès aux consultations avec le professionnel de santé. Et donc, ils ont comme information que ce que le malade veut bien transmettre, en sachant que souvent, le malade et les aidants cherchent à se protéger mutuellement. Donc, il y a souvent une rupture de l'information qui va être faite. Alors, le second intérêt qu'on ressort, c'est un travail d'écoute du patient expert, car bien souvent, le proche aidant, il vit une réelle souffrance qui n'est pas clairement reconnue.
Alors, il ne veut pas ennuyer le malade avec sa souffrance, et en même temps, il est peu reconnu par son entourage car il n'est pas lui-même malade. Alors du coup, le proche aidant, il se retrouve souvent dans un sentiment, mais vraiment réel, de solitude, d'où le besoin d'accompagnement et surtout de retrouver des personnes qui vivent la même chose que lui. Donc il y a également un besoin de réorienter vers de l'information stable, de répondre à des questions précises sur la maladie, les traitements, mais il y a aussi un réel besoin de partage d'expérience, du vécu et du ressenti d'un malade. C'est là notre rôle justement de patient expert dans la communauté aidante. Alors les proches aidants ont besoin de comprendre leur malade, ce qu'il vit, mais également c'est ce qu'il ressent. Alors pour savoir ce qu'ils peuvent faire exactement pour l'aider. Alors moi, ayant la chance d'être un très bon répondeur à mon traitement, et je suis dans la maladie maintenant depuis 4 ans et demi, ça permet également déjà de donner non seulement de l'espoir autour des traitements innovants, parce que finalement, il y a encore une très mauvaise image des cancers pulmonaires, alors qu'il y a énormément d'innovations qui sont arrivées ces dernières années, mais surtout, c'est de donner une visibilité sur les différentes étapes à passer, alors que ce soit au niveau technique, mais aussi émotionnel, puisque finalement, on retrouve la période où on attend les résultats de la biopsie, on n'a pas encore commencé les traitements et c'est hyper anxiogène. On a la partie où les traitements ont commencé, mais là, du coup, ce qui préoccupe plus, c'est les effets secondaires. Il y a la partie où on est en attente des résultats d'examen pour voir si les traitements marchent. Donc, c'est vraiment différentes étapes qu'on a dans notre parcours de soins. Alors, j'ai également une certification de conseiller en nutrition. Et donc, j'apporte aussi pas mal d'infos sur les recommandations alimentaires en oncologie, mais aussi sur les bienfaits de l'activité physique adaptée, on va dire, à la maladie. Alors, nos réseaux, ils sont anonymes, sécurisés, modérés et gratuits. On a des comités scientifiques pour chaque antenne qui sont composés de professionnels de santé que l'on peut solliciter. On a également, et ça c'est très important, une banque de données avec des informations qui sont sourcées, vérifiées sur la maladie, les traitements, mais également les soins de support. Et le rôle du patient expert, c'est d'orienter vers ces sources d'informations sûres. En fait, l'objectif, c'est de centraliser l'information pour éviter que les proches aidants se perdent sur tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors, en ce qui concerne les propositions qu'on a de nos réseaux, alors on propose des webconférences comme celle-ci, avec de l'intervention de spécialistes ou de professionnels de santé qui vont vulgariser l'information sur différentes thématiques. Ça peut être les traitements innovants, les essais cliniques, vie intime et sexualité. Voilà, le but, c'est d'informer les patients et les proches aidants, c'est ouvert à tout le monde, et ainsi essayer de répondre à leurs questions qu'ils peuvent poser eux-mêmes en direct. Alors, chaque thématique, elles sont directement créées à partir de ce qu'on retrouve sur les réseaux. Donc, on sollicite les patients et les proches aidants pour avoir eux leurs propres questions, pour essayer de nous d'être au plus proche de leurs besoins. Alors, on a également une personne qui informe sur les droits administratifs, la LD, la mise en invalidité. C'est un vrai sujet qui est très complexe pour les patients qui sont atteints d'un cancer, mais également justement pour les proches aidants, car c'est vraiment un sujet qui touche vraiment toute la famille. On a créé également très récemment un Serious Game, un jeu d'éducation thérapeutique, Mon Immunopoumon, accessible et gratuit, et qui va informer et répondre aux questions que les patients et les proches aidants peuvent se poser sur les immunothérapies. Alors nous avons créé plusieurs enquêtes, par exemple un regard croisé sur l'annonce du cancer métastatique, comment il a été perçu par les patients, mais également comment il a été perçu par les médecins. On a également une nouvelle enquête qui va bientôt sortir sur le cancer du poumon et la sexualité, qui est un vrai sujet et qui va bientôt sortir avec des résultats qui sont vraiment particulièrement édifiants. Alors vous pourrez trouver l'ensemble de ces enquêtes sur le site directement de Patients Réseau. Elles seront affichées, vous pouvez les consulter. Alors et pour finir, on propose également différentes animations et événements, alors comme des cafés-rencontres, des groupes de parole en ligne qu'on fait tous les mois, des challenges de marche par écrit avec l'application Keepin, qui sont organisés tous les trimestres, c'est des challenges sur 15 jours. Et d'ailleurs, on organise demain une marche à Vincennes. Donc si vous êtes motivé, vous êtes les bienvenus, c'est adapté vraiment à tout niveau. Le rendez-vous, il est à 10h et vous pouvez vous inscrire simplement, vous allez dans la rubrique sur nos réseaux, dans la rubrique événements. Alors, je pense que j'ai assez parlé. Je vais laisser maintenant la parole à Lazab, qui est elle-même proche aidante et qui est une fidèle utilisatrice de nos réseaux, et maintenant même une bénévole ô combien précieuse pour l'association. Elle va vous raconter un peu son expérience avec nos réseaux, ce qui lui a paru utile ou moins utile. Et si vous-même vous êtes intéressé pour vous investir avec nous, alors que ce soit dans de l'accueil, l'animation des réseaux, de la relecture de documents, des tenues de stand ou diverses autres missions, n'hésitez pas vraiment à vous mettre en contact avec nous. Voilà, je vous remercie. Alors, Isabelle se prépare, elle va nous rejoindre. Merci beaucoup, Michael.
effectivement, les gens disaient qu'il existait des informations, mais que la difficulté, c'était de les connaître. Et c'est bien l'objectif de ces webconférences, mais aussi des associations telles que les réseaux, Mon Réseau Cancer du Poumon, etc., qui colligent toutes les informations, qui réfléchissaient aussi sur les besoins et qui mettaient en miroir les informations utiles. Voilà, Juris Santé, dont vous avez tout à l'heure pu entendre une des fondatrices. Isabelle, Isabelle ne va pas ouvrir sa caméra, voilà, parce que quand on est aidant, on a aussi toute la vie autour, l'écosystème, etc. Voilà, donc elle va rester encore une fois discrète. On va laisser sa caméra, par contre, on va l'entendre et témoigner de son parcours d'aidant. Isabelle, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est très bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors déjà, je voulais dire un grand merci à Mika. On va commencer comme ça, pour ses compétences, pour ses qualités humaines, pour ses décryptages. Enfin bon, je pourrais faire une très très longue liste. Comme je connais Mika maintenant depuis quelques temps, et en fait, je suis en train de me dire qu'il a tout dit dans sa présentation, mais ça m'étonne pas. Voilà. Alors juste pour vous parler un peu de moi et de mon expérience. Ça va bientôt faire 2 ans que je connais l'association. Je l'ai connue par hasard en fait en me rendant dans l'espace de renseignement et d'information de l'hôpital, où j'ai récupéré tout un tas de brochures et où on m'a donné ce flyer de l'association en me précisant bien que c'était un réseau social modéré avec des gens sérieux pour lequel l'hôpital avait des très bons retours. Sachant que moi, je n'ai jamais été réseaux sociaux, à part WhatsApp, et qu'aujourd'hui toujours, je n'ai pas Facebook et compagnie, donc plutôt méfiante. Et donc, du coup, j'y suis allée, en fait, j'avais pas d'attente particulière sur le réseau, j'y suis allée par curiosité, parce qu'on m'en avait dit du bien. Et je dois dire que j'ai bien fait d'y aller. Voilà, c'est vraiment, c'était une belle découverte pour moi à tous les niveaux. J'ai trouvé des informations utiles qui m'ont permis en tant qu'aidante d'aider ma sœur, et puis des infos aussi fiables, parce que c'était un peu mon inquiétude sur les réseaux sociaux de trouver du tout et n'importe quoi, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça franchement voilà, pour moi le retrouver des informations c'était vraiment mon point principal. Alors, je dirais plus que d'avoir d'échanger ou de lire des témoignages dans un premier temps. En revanche, effectivement, dans un deuxième temps, mais qui a été assez rapide quand même, les témoignages ont été hyper importants pour moi, dans la mesure où ça m'a permis de relativiser les choses et aussi de me projeter à court et moyen terme et de me projeter dans du positif. Parce que quand on sort de l'annonce du cancer à des stades très avancés, vous êtes quand même complètement abattu. Le positif, il est à des années-lumière. Et c'est vrai que de lire les témoignages, de voir qu'il y a des personnes comme Mika, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, voilà, et d'autres témoignages en ligne, ça vous fait un bien fou. Même si évidemment, ce ne sont pas des témoignages faciles parce que les parcours sont compliqués. Mais franchement, ça fait vraiment du bien. Donc c'est aussi un petit peu pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de témoigner. Parce que voilà, le réseau me fait du bien et je pense que c'est vraiment un réseau indispensable pour les aidants, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas grand-chose sur le sujet pour aider un aidant à aider, en fait, tout simplement. Sur les choses en fait pratiques, Mika a déjà parlé des marches qui sont organisées. D'ailleurs, je serai présente demain, Mika, à Vincennes. Et il y a effectivement tous les cafés de bienvenue qui sont organisés en présentiel et en distanciel. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment très sympa d'avoir un équilibre entre du digital et du réel, en fait. Donc ce que les marches peuvent apporter. Les webconférences aussi. Alors là, c'est vraiment, sont vraiment hyper intéressantes
Et justement, la personne dont tu parlais, Mika, tout à l'heure, qui s'occupe de l'aspect juridique, qui est donc Raymond La Finance, c'est vraiment une personne extraordinaire. Et ma sœur a pu avoir affaire à lui. Et franchement, voilà, on sait que on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est passé par là, qui connaît son sujet et qui, même s'il a une approche juridique, il a toujours en arrière-plan l'approche humaine et médicale. Et du coup, on a certaines visions des choses un petit peu différentes. Voilà, on attache une importance différente à certains critères par rapport à d'autres. Moi, ce que je voulais vous dire, alors après sur les différentes choses, il y a effectivement aussi, je me suis un peu investie dans l'association en allant tenir des stands pour faire connaître l'association, et que c'est vraiment enrichissant en tant que personne, en tant qu'aidant, de participer à ma petite mesure à ce genre d'événements. On rencontre des gens quand même formidables, que ce soit sur ces stands ou au sein de l'asso avec les différents événements, qui sont pleines de courage et drôles aussi, parce que le cancer, bon, effectivement, c'est pas un sujet drôle, mais franchement, parfois on se marre quand même beaucoup. Voilà, donc juste une dernière chose, moi, que je voudrais dire sur l'association pour résumer. Ça m'est apparu un peu comme ça, cette idée, et je trouvais que c'était vraiment une bonne, en tout cas pour ma perception des choses, que pour moi, vraiment, le réseau, c'est la bonne copine ou le beau copain sur qui on peut compter, qui est toujours présent, à qui on peut tout dire, voilà, et on sait que, elle est là ou il est là, et voilà, les jours de blues ou les jours de au secours, j'ai rien compris à la consultation du médecin, je croyais avoir compris, j'ai rien compris, c'est hyper important, quoi. Et notamment, effectivement, tes décryptages, Mika, c'est vraiment très très important parce que ça permet d'être mieux informé et justement, pour moi en tous les cas, je le vis comme ça, d'être mieux informé, de mieux anticiper les choses, qu'elles soient, je dirais, bonnes ou moins bonnes. Je pense que quand on est préparé, on a un peu moins d'effet boomerang en pleine figure qui nous arrive, quoi. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire, c'est déjà pas mal. Mais surtout un grand merci, et puis évidemment pas que à Mika, à Laure aussi qui a créé l'association, et à toutes les personnes qui moulinent derrière, parce que les personnes qui moulinent derrière sont beaucoup des patients, donc savent vraiment de quoi elles parlent. Et effectivement, je te rejoins complètement, Mika, sur le fait d'avoir besoin d'échanger avec des patients ou des aidants, parce que pendant l'annonce, on vous parle avec des termes qui sont quand même très très durs, et là, j'aurais un peu envie de dire au personnel médical, surveillez vos propos et soyez un peu humain, parce que votre travail est effectivement technique, et vous, c'est votre quotidien, mais en tant qu'aidant ou en tant que proche, pour moi, j'assiste à tous les rendez-vous de ma sœur, à toutes ces consultations, donc j'ai toutes les infos, je le vis en direct, elle me reporte rien. Et c'est vrai que les termes utilisés, c'est vraiment des bombes à retardement, et sauf que le retardement, il arrive dès la minute où on est sorti de la consultation. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment un point sur lequel il faut que les aidants, pas les aidants, mais que le personnel médical soit vraiment sensibilisé aux termes utilisés, parce que on peut entendre beaucoup de choses, et on les entend, mais c'est vrai que c'est pas toujours très simple, quoi. Voilà. Merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé et votre quotidien et aussi de l'intérieur, le fonctionnement des réseaux. On voit toute l'utilité de ces échanges et de toutes ces activités. Je crois pas qu'il y ait de questions. Il y a juste des messages de soutien aux associations. Donc, ce que je vais vous proposer, Laure, si tu veux dire un petit mot de la fin, remercier tous nos orateurs et nos oratrices. Déjà, merci beaucoup pour ces témoignages, Claudine, Isabelle, Mika, au quotidien pour tout ce qui est entrepris, fait, parce qu'on sent que nos réseaux, c'est au départ une appli, un site, mais derrière c'est des vrais gens, des vrais patients, une vraie volonté de se soutenir, de s'aider.
Et vous avez souligné dans le chat les difficultés à retrouver les infos. Donc sachez que on a un annuaire. Donc si on regarde les ressources, même si on met aidant comme mot-clé, on va retrouver en fait à la fois toutes les adresses des associations dont on a parlé. Je vais rajouter les petites brindilles là que je connaissais pas, mais toutes les autres y sont déjà. Et puis dans les articles ou dossiers d'information, vous retrouverez également donc des brochures où on peut retrouver un certain nombre de choses. Dominique Thierry de Juris Santé, qu'aujourd'hui, il y aurait des annonces d'évolution sur ce plan des aidants. Donc, on mettra à jour dans les jours qui viennent, quand on aura les infos, ces informations aussi. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, merci à toutes celles et ceux qui sont proches aidants, parce que voilà, vous êtes notre premier pilier quand on est malade. Et en même temps, je le réalise en étant plutôt dans la casquette aidant actuellement que c'est quand même compliqué aussi. Et effectivement qu'on on a peu de reconnaissance de toute cette action, de la fatigue et tout ça. Et voilà. Et merci aussi Isabelle d'avoir souligné l'importance de ces échanges. Alors tout le monde n'a pas forcément cette même envie. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Il y a plein de gens qui viennent juste chercher une info, qui viennent une fois, deux fois, d'autres qui vont rester plus longtemps. Voilà. L'idée, c'est que chacun prenne à sa mesure. Et on espère que cette webconférence sera utile. Donc, elle sera en replay dans quelques jours. L'idée, là aussi, c'est que ça soit une source d'information pour les personnes qui seraient concernées par cette situation. Donc, très bonne journée et bon déjeuner.